Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir Marie-Fleur Albecker. Depuis le début, j'ai un problème entre le D et le B. C'est bien, c'est Albecker. Albecker, oui. C'est terrible. Donc Marie-Fleur Albecker, dont vient d'être publié en fait un premier roman, Et j'abattrai l'arrogance des tyrans, aux éditions Aux Forges de Vulcain, des éditions qu'on apprécie beaucoup ici. J'avais pas mal de questions en fait à poser sur ce texte. Bon, d'abord qui est magnifique. Alors peut-être que toutes les personnes ici l'ont déjà lu, mais si c'est pas le cas, lisez-le. Ouais, lisez-le. Et je vais le dire une première fois. Vous serez très surpris et agréable. Non, c'est quoi sur le truc pour cliquer? Vous allez découvrir des images étonnantes à l'intérieur de ce livre. Mais à la 150e page. Je vais le dire maintenant, mais je le redirai à la fin, parce qu'en plus, c'est un livre qui est très bien pour offrir aussi. Donc, n'hésitez pas à en prendre plusieurs. Ce qui est étonnant, c'est que donc, enfin voilà, c'est une question de curiosité. Marie-Fleur Albecker, on apprend très rapidement, dès qu'on clique un peu sur Internet, justement, que tu es géographe, en fait, de formation. Et pourtant, c'est un roman qui pourrait, vu de loin, dans le brouillard, être un roman historique. Donc, pourquoi un géographe fait de l'histoire, en fait? En fait, un géographe, il fait un peu forcément de l'histoire, puisqu'en France, on a cette spécificité que les... Surtout que moi qui suis enseignante, donc en plus, quand il est enseignant, il est obligé, enfin, dans le secondaire, puisqu'on a cette spécificité d'avoir les deux disciplines qui sont couplées. Pour la petite histoire, c'est parce que l'inventeur de la géographie en France était historien. Donc, c'est une spécificité absolument française. Celui qui n'est pas Élisée Reclus, en fait. Oui, Paul Vidal de la Blache, oui. Voilà. Oui. Et alors du coup, pourquoi un roman historique? Parce que du coup, moi, en fait, ce n'est pas parce que je suis géographe que je n'aime pas l'histoire. J'hésitais en fait beaucoup entre les deux. Et pour être tout à fait honnête, j'aurais beaucoup voulu faire, parce que j'ai fait de la recherche en géographie, mais à la base, j'aurais beaucoup voulu faire de la recherche en histoire médiévale. Mais je n'ai jamais fait de latin. Voilà, j'ai fait du grec parce que je trouvais ça plus fun depuis que j'étais petite. Et du coup, quand je suis arrivée en licence, le prof d'histoire médiévale à qui je suis allée parler m'a dit oui, c'est très bien, mais alors il va falloir bosser. Et là, je me suis dit ah non, en fait, voilà. Donc par paresse et aussi parce que le hasard des rencontres a fait que j'ai eu une extraordinaire professeure de géographie qui m'a fait découvrir cette matière-là. J'ai fait de la géographie. Et c'est aussi lié au fait que, effectivement, dans l'enseignement secondaire, je crois qu'il y a 80% enfin, les profs d'histoire-géographie sont à 80% historiens. Donc, en général, ils adorent pas forcément la géographie. Et donc, c'est vrai que l'enseignement qu'on reçoit dans le secondaire n'est pas toujours en géographie, et pas toujours fascinant. Voilà, donc j'ai découvert la géographie un peu plus tard et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais je crois qu'on le sent quand même que je suis géographe dans le... Enfin, il y a des passages voilà, où c'était important, parce qu'en plus ça parle de Londres et que j'ai fait une thèse sur New York et Paris, mais j'ai fait une thèse sur la thématique des villes mondiales, donc du coup Londres ça me parle pas mal, et du coup j'ai voulu amener ça. Enfin, il y a des moments où j'ai essayé d'amener ça aussi quand ils se baladent dans la campagne, un petit peu le langage géographique et la manière de regarder les paysages qui est propre à la géographie. Oui, on va y revenir, ça sûrement. Voilà, je dis juste, pour ceux qui n'ont pas lu, après, c'est un roman voilà, qui est, où on n'est pas obligé de prendre trop de précautions pour ne pas spoiler en fait l'intrigue. Ce qui est agréable de temps en temps, parce que ça évite toutes ces contorsions qu'on a à faire dans les rencontres pour ne pas trahir l'intrigue, tout en parlant pendant 1 heure en fait d'un roman. Donc là, on peut dire, c'est une révolte de paysans, donc dans l'Angleterre médiévale, une énorme révolte de paysans qui est à l'échelle pas très loin des guerres paysannes, justement dont parle Friedrich Engels dans un de ses textes de jeunesse, qui va presque jusqu'au bout. Et après, on va voir un petit peu en quoi consiste justement ce bout. Et on sait qu'elle échoue, cette révolte de paysans, puisque sinon on aurait eu une démocratie populaire en Angleterre en 1380 ou en 1400, et ça n'a pas été le cas. Donc en fait, on sait qu'ils perdent à la fin. Comme toutes les révoltes. La plupart. La plupart. Ouais.
Au Moyen-Âge, en tout cas, en général, oui. Non, mais parce que Cromwell, ils ont quand même... voilà, il y en a quelques-unes qui ont réussi, mais pour arriver à quoi, en plus, c'est voilà, une autre question. Après, mais, si elles réussissent dans un premier temps, après elles perdent en plus. Donc c'est vraiment atroce. Mais ne perdons pas espoir néanmoins. Et justement, parce qu'il y a beaucoup de questions d'espoir, de toute façon, dans ce roman, qui, bien qu'étant la chronique d'un échec, est une bouffée d'espoir. Enfin, en tout cas, à mon avis. Mais donc, tu as déjà en partie répondu à ce que j'avais imaginé comme deuxième question, mais voilà, on va avancer avec ça. Le Moyen-Âge, donc, ça vient du fait que tu avais cette passion, et cette envie au départ, donc, malheureusement à cause du latin, mais d'être médiéviste. Mais sinon, pourquoi le Moyen-Âge? Enfin, pourquoi une révolte du Moyen-Âge? Alors, donc effectivement, c'est vrai que le Moyen-Âge, c'est une époque que j'aime bien depuis toute petite, mais en fait, je pense que c'est un peu lié au fait qu'on a une image très figée. Enfin, en gros, c'est un ailleurs, le Moyen-Âge, c'est très loin. Moi, j'aimais beaucoup, comme mon éditeur d'ailleurs, mais depuis assez jeune, j'ai beaucoup aimé la fantasy, qui est quand même un univers qui se réfère beaucoup à des références médiévales, plutôt d'ailleurs scandinaves, mais enfin de toutes sortes. Mais donc voilà, à la base, c'était plutôt une appréhension un peu vague que j'avais. Il se trouve que en plus, alors ça s'est reconfirmé quand j'ai passé l'agrégation, parce qu'on avait un programme d'histoire médiévale qui était absolument extraordinaire sur l'Italie pré-Renaissance, et voilà, et c'était vraiment passionnant. Et donc j'ai appris, comme ce que je dis souvent en cours à mes élèves, que en fait c'était beaucoup plus compliqué, un peu plus compliqué que ça, voire beaucoup plus compliqué que ça. Et donc j'ai commencé à lire vraiment sur le Moyen-Âge, en sachant qu'il y a évidemment, c'est une période de 1000 ans, donc et en plus l'Europe c'est grand, donc il y a des Moyen-Âge, mais donc j'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Et sur cet épisode en particulier, c'est en préparant un cours pour mes élèves en histoire en anglais. Je connaissais pas du tout l'histoire de l'Angleterre, et je suis tombée sur cet épisode-là. Donc je voulais leur faire un cours sur les grands épisodes, les grands événements du Moyen-Âge. Donc j'ai fait la Grande Charte, Jean sans peur, voilà, et donc la guerre bouvine, et la guerre de 100 ans. Et là, je suis tombée sur cet épisode-là. Et en fouillant un peu plus, en fait, parce que je me suis dit, je vais faire une thématique un peu sur les révoltes, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de révoltes sociales au Moyen-Âge et que c'était très peu connu. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, on n'a pas du tout l'intuition, on a l'image en fait de paysans écrasés par des taxes, tous serfs, qui se soumettent à leurs conditions, alors qu'en fait, c'est vraiment de manière récurrente, il y a des révoltes rurales et urbaines. Mais je veux dire, au XIe siècle, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, enfin, c'est vraiment très important. Et voilà. Et donc cette révolte-là, en plus, elle est très importante dans l'histoire anglaise. Les Anglais la connaissent, tous les petits écoliers anglais en fait apprennent qui était John Bull, qui était Wat Tyler, qui était Richard II. Donc en fait, c'était un peu, voilà, il y a eu un peu du coup la rencontre de cette espèce de Moyen-Âge un peu rêvé, et puis de cet épisode pas révolutionnaire, mais pré-révolutionnaire, on va dire, qui est, moi, quelque chose qui m'interroge, et qui m'interrogeait aussi par ailleurs, par ma vie politique et ma vie personnelle. Et donc, ça m'a bien plu. Et en plus, ça m'a bien plu parce que avant de publier ce roman, j'ai commis des ouvrages extrêmement... comment dire, je pense qu'ils seront jamais publiés, qui ont tendance à être un peu nombrilistes, on va le dire comme ça. Et du coup, c'était très... Enfin, je me suis dit que se rajouter cette contrainte d'écrire au Moyen-Âge, ça allait me permettre aussi de sortir d'une certaine... Enfin, d'être moins justement à se regarder le nombril et à poser plus des grandes questions, même si on écrit toujours en partant de soi, évidemment, et qu'on finit toujours par parler de soi. Mais j'ai trouvé que c'était un exercice salutaire. Voilà. Dans cet exercice, on va y revenir, parce qu'une des choses, voilà, c'est pas simplement un récit historique, même fictionnalisé, pour combler, les trous dans les sources et pour essayer d'y mettre quelque chose de supplémentaire. Mais il n'y a pas que du récit, il y a aussi un ton, un registre, on y reviendra. Mais en tout cas, moi, une des choses qui m'a frappé quasiment, et je vais être honnête, en fait, c'est même pas dès les premières pages, c'est même avant, puisqu'en fait, quand David en fait a parlé sur les réseaux sociaux en disant voilà, il y a un roman qui arrive, alors moi je sollicite rarement honnêtement des services de presse parce qu'il y en a tellement, etc. Mais là je me suis dit tiens, ça, et pourquoi en fait? C'est parce que je me suis dit ça,
c'est quelque chose qui est dans la veine de Q, de l'œil de Carafa, de Wu Ming, qui est un de mes livres préférés, bon, qui est malheureusement épuisé, non réédité à ce jour en France, alors que ça reste un... Il y en a un exemplaire à la bibliothèque du 8e arrondissement, la bibliothèque municipale du 8e arrondissement. Je suis allée, dans les 2 premières années de Charybde, en fait, comme pour la petite histoire, parce que c'est vraiment anecdotique, mais si on porte des numéros en fait chez Charybde, historiquement, c'est à cause des Wu Ming en fait, parce que le seul auteur peut-être sur lesquels les 4 premiers associés étaient complètement dans le consensus, et je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup à part eux, c'était les Wu Ming, donc ce collectif italien de Bologne, ce nom chinois étant évidemment un peu pouvant induire en erreur, mais c'est des Italiens de Bologne, très très à gauche, qui ont été des acteurs forts de tout ce qui a conduit à l'altermondialisme de 99-2000, qui ont été assez traumatisés par Gênes, donc ensuite qui sont partis plutôt dans des directions un peu plus complexes, mais qui restent des écrivains et des écrivains politisés extraordinaires, mais qui ont eu, en tant que collectif, parce qu'ils écrivent aussi justement, cette fois en prenant un numéro à titre personnel, et là ça peut être très différent, mais en tant que collectif, ils écrivent des choses qui ont donné lieu, non pas à une théorisation, enfin, mais quand même, à un début de théorisation qui s'appelle le nouvel épique italien, auquel on peut rattacher pas mal d'auteurs italiens contemporains, et qui repose notamment sur le fait de faire fusionner d'une certaine façon la tradition du roman feuilleton du 19e ou d'avant, enfin de quelque chose qui est très dans le roman d'aventure, donc dans l'épopée contemporaine, mais de faire infuser là-dedans du politique de façon extrêmement forte. Donc ça donne, quand c'est réussi, des romans qui sont vraiment passionnants. Je me suis dit, il y a un potentiel. Et en fait, pour moi, ça a été exactement ça. Je me suis dit, waouh, ça fonctionne bien. Et justement, parce que c'est pas de faire un récit historique en reprenant le ton d'une chronique de Philippe de Comines, parce que là, merci, quoi. Enfin, mais c'est que, et on va y venir, il y a vraiment voilà, un jeu sur le ton, sur le registre qui fait que tout d'un seul coup, on est en train de raconter un truc qui s'est passé en 1400, et pourtant on baigne en fait dans l'actualité, dans ce qui nous préoccupe, dans est-ce que les révoltes sont possibles, enfin, et pourquoi, et comment, enfin... Et donc voilà, je voulais simplement savoir par rapport à ces courants-là, enfin tout, est-ce que c'est des choses justement qui te préoccupent aussi, qui t'attirent, ou c'est des choses que bon non, oui oui. Plus que ça, alors moi, déjà je suis très contente parce que t'es le seul qui a, enfin moi j'aime beaucoup, en particulier le livre de Carafa de Wu Ming, et je l'ai relu. C'est pour ça que je suis allée dans la bibliothèque municipale du 8e, parce que en fait, à la base, c'était un pote qui m'avait passé. J'ai relu L'œil de Carafa avant d'écrire ça. Donc je suis très contente que quelqu'un se soit rendu compte. Et c'est vrai que moi, c'est un livre qui m'avait déjà beaucoup marqué, parce que en fait, L'œil de Carafa, ça raconte en gros l'épopée des mouvements protestants anabaptistes, donc après, enfin on va dire quand Luther est un peu au sommet un peu du début de la réforme, et qui sont des mouvements qui sont à la fois radicaux religieusement et, enfin, à mon sens, voilà, mais à mon sens c'est nécessaire en fait, enfin, ça découle, et politiquement et socialement. Donc ils demandent que les pasteurs, que les prêtres soient élus, que il y ait personne qui soit au-dessus des autres, et donc cette guerre des paysans, c'est vraiment, et donc, enfin, ça c'est quelque chose que tous les petits Allemands savent, je pense, mais Luther il choisit de se ranger du côté des princes, et c'est pour ça que le protestantisme a survécu. Sinon il l'aurait peut-être pas survécu, mais au moins il serait parti peut-être plus dignement, Luther. Mais effectivement, tous ces paysans se sont fait complètement écraser en 1524. Par le grand électeur de Saxe et ses voilà, amis. Exactement. Et il se trouve que moi, c'est une histoire qui m'intéresse particulièrement, parce que je suis d'une famille protestante, très protestante, et que donc alors ça c'est une des choses qui, quand tu parles d'anachronisme, c'était une des choses qui pour moi était un peu compliquée, parce que c'est clair pour moi que je voulais avoir un parti pris anachronique. Je pense qu'on n'écrit pas l'histoire autrement. Je pense que ça n'a pas de sens de s'imaginer qu'on puisse écrire des chroniques comme Philippe de Comines. Enfin, c'est complètement absurde, on n'est pas dans la tête d'un homme du Moyen-Âge. En plus, moi j'enseigne, donc je suis forcément dans le passage de connaissances, je suis obligée de passer par l'anachronisme, donc ça me paraissait normal. Mais par contre, la chose qui était plus complexe, c'était de faire passer ce rapport au religieux, parce que le rapport à la révolte, à la justice,
finalement au féminin, au masculin, on va en discuter sans doute après, mais à mon avis, c'est quelque chose qui est assez universel, en tout cas qu'on pouvait retrouver chez les hommes du Moyen-Âge. Je pense que pour nous, par contre, comprendre le rapport à la religion d'un homme du Moyen-Âge, c'est très compliqué. Et donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, d'essayer de traduire cette omniprésence, en fait, de la religion, mais sans que ça veuille dire, tout à l'heure, tu as dit oui, l'opium du peuple, justement, sans que ça veuille dire, en fait, ça peut être un outil de libération, en fait, parce que le texte biblique, c'est un texte qui peut être sujet à des interprétations multiples, mais il y a une radicalité énorme. C'est clair, de toute façon, sinon, y compris dans l'évangile, sinon il n'y aurait pas eu la théologie de la libération. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une citation de Martin Luther King aussi en exergue, parce que voilà, pour moi, Martin Luther King, c'est quelqu'un que je trouve, qui est une inspiration absolument extraordinaire, notamment le Martin Luther King des dernières années. Et voilà, pour moi, c'est pas du tout incompatible, justement, d'être très croyant et très révolté, en fait. Même si c'est quelque chose qu'on voit plus beaucoup. Voilà, quand on est à l'extrême gauche aujourd'hui, on n'est pas très nombreux à être croyants. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment ce maniement, parce que je trouve que tu as été plus, plus audacieuse et finalement plus ferme dans ton maniement de l'anachronisme que justement ce qu'avaient osé les Wuming. Après, eux aussi c'était un premier roman, hein, si on est honnête, puisqu'avant ils étaient activistes, ils faisaient des coups sous le nom de Luther Blissett, ils ont fait des trucs, des espèces de canulars politico-médiatiques assez monumentaux. Ils n'étaient pas tout seuls, mais enfin c'était eux quand même qui étaient la cheville ouvrière de ça, notamment ceux sur les sectes satanistes italiennes, où l'ensemble de la presse italienne, ou presque, a plongé, et de façon assez spectaculaire, sur un truc qui était vraiment un canular inventé pour montrer à quel point la presse fait pas son job, quoi, en fait, qui était leur point principal, qui n'était pas le seul, mais effectivement, eux, en fait, ils avaient fait de l'anachronisme thématique, mais ils avaient pas osé aller aussi loin dans le ton et dans le maniement assez génial que tu fais du surplomb et du commentaire en fait de l'action. Et ça, voilà, je veux dire que, un peu comme, est-ce qu'il y a j'aime pas dire, mais des secrets de fabrique, une façon de faire, parce que tu as ton matériau là historique, et après en fait tu interviens sans intervenir, mais tu es là et tu commentes en fait ce qui se passe. Alors c'est un peu lié à ma logorée naturelle. Je veux dire, j'ai tendance à commenter un peu tout, et je pense que là pour le coup c'est pas quelque chose. Je me rends compte parce que les gens me le disent qu'ils trouvent ça, qu'ils ont pas l'habitude de ça, donc. Mais pour moi, je pense que c'est très inhérent à mon travail. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est juste normal quand je raconte une histoire ou l'histoire de faire des commentaires parce que j'ai des élèves devant moi et que en fait, il faut aller les chercher un peu. Et du coup, c'est vrai que et effectivement, c'est drôle parce que je me suis pas posé. Je me suis pas du tout posé cette question, alors que j'ai fait des dissertes d'histoire, d'agrégation classique, et j'aurais pu, je pense, verser là-dedans, mais ça, je sais pas, ouais. Donc du coup, j'allais dire secret de fabrication. Non, mais pour moi, c'est un des gros charmes de ce roman, c'est que on se contente pas d'avoir, un anachronisme, encore une fois, qui est pas un anachronisme technique, qui est un anachronisme de ton, de registre et justement de possibilité de jugement en fait sur des faits passés. Et ce qu'on rencontre quand même assez souvent dans du roman historique de qualité avisée politique, c'est on joue sur les monologues intérieurs des personnages, sur leurs pensées qu'on exploite en fait au-delà du raisonnable, ou du prouvé en tout cas pour introduire ça. Mais là effectivement tu réussis à y glisser et ça fonctionne superbement. Une liberté de commentaire, oui, alors effectivement qui a un côté prof cool qui veut intéresser ses élèves. Non, mais voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Non, mais là, il faut pas s'imaginer que. Oui, oui. Et donc, qui démythifie, mais qui en même temps le renforce, quoi, le mythe, parce que précisément, il l'actualise, il lui donne de la puissance, plutôt que d'être dans le récit. Bon, oui, c'était il y a 600 ans, il y a 1000 ans. En fait, on s'en contrefiche. Ça n'a pas vraiment d'impact aujourd'hui. Qui serait l'opposé, qui serait de faire justement. Je disais Philippe de Comines, j'ai rien contre lui spécialement. Non, mais bien sûr, en plus, c'est très bien Philippe de Comines, mais c'est fini, quoi. Voilà. Non, mais. Ouais. Mais après, ça, c'était quelque chose dont j'avais un peu peur, mais bon, après, mon éditeur m'a
des fois, t'es un peu coupé, des trucs comme ça. Parce que j'ai vachement tendance, j'avais peur d'être trop didactique, justement, de trop dire, ah voilà, alors en fait, c'est ça, et c'est ça. Et donc, bon, du coup, ça, j'ai essayé de faire un peu gaffe. Ça, moi, j'ai trouvé, parce que c'est un des trucs auxquels, alors ça, c'est purement personnel, hein, mais moi, je suis très sensible dans tous les types de littérature, aux scènes d'exposition too much, quoi. Enfin, et c'est un truc qui pollue certains genres littéraires de façon terrible. Il y a une grande partie, hélas, d'un genre que j'adore, qui est la science-fiction, qui est polluée par des scènes d'exposition. C'est vrai. Tu as vraiment envie de te fâcher, quoi, en disant, mais non, mais arrête. On a évoqué un nom tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui est dans le public, quelqu'un qui est pourtant considéré comme un ponte de la science-fiction, mais qui écrit quand même avec ses pieds de ce point de vue-là, qui s'appelle Moi, Asimov. Ah Pardon. Mais voilà, il n'est pas le seul, hein, loin de là. Mais il y a quand même effectivement un problème parfois avec les scènes d'exposition. Et ce que je trouve génial, c'est que sur un bouquin comme ça, c'est forcé qu'il y ait de l'exposition, parce que sinon il va y avoir 4 lecteurs médiévistes qui peuvent l'apprécier. Donc évidemment qu'il faut faire l'exposition, et l'exposition ça va être laborieux. Et grâce au ton et à cette espèce de légèreté enjouée, en disant non mais non, c'est pas comme ça que ça se passe et tout, d'un seul coup l'exposition devient agréable, joueuse, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Pourquoi plein de gens font pas ça, enfin, peut-être parce que c'est pas facile à faire, hein, voilà, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça fonctionne très 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 bien. Et je voulais introduire un autre thème, après, bon là, après, on pourra discuter de façon aussi un peu libre, tout ça, mais est-ce que c'est pas le bon moment, justement, comme on a parlé du ton, de lire un extrait? Ok, donc c'est le début. Essex, Angleterre, semaine de Pentecôte 1381. Joanna Ferrour est seule dans le marais de Fobing. L'embouchure de la Tamise se jette dans les nuages bas. Un détail du tableau, la femme assise sur une souche sans coiffe, lisse machinalement une mèche de cheveux, une rêveuse, celle dont le 19e siècle fera des Madame Bovary. Mais Joanna sait ce que c'est qu'un chevalier, rien de bon en particulier. Un type qui se croit tout permis avec une grosse épée. Joanna scrute parfois des yeux les navires affairés vers Londres, comme si un jour revenait son frère, ou les bateaux de l'ennemi pour semer mort et désolation dans la campagne. Les Français, ceux dont le roi parle la langue. À ce qu'il paraît, les paysans français, eux non plus, n'en peuvent plus de ces guerres qui détruisent leur vie pour les caprices des puissants. Surtout que ce ne sont pas 2-3 bateaux qui débarquent occasionnellement dans l'estuaire de la Tamise ou sur les côtes anglaises, mais le champ de bataille dans leur village, carrément. Il paraît qu'ils vivent comme des bêtes, dans les forêts, avant d'oser sortir et tout reconstruire quand les soldats sont partis. Quel sens que ce soit toujours les pauvres gens qui trinquent. Mais elle écoute surtout les bruits du marais, le vent dans les roselières, le frottement de ses cheveux libérés de la coiffe, et elle ferme les yeux. Ah, je trouve, bon, c'est un premier paragraphe, un truc, mais ça donne quand même tout de suite le ton et la façon dont on va le faire. Ça fourmille effectivement d'exactitude historique, il y a de l'interprétation, et puis il y a cette façon de jouer en fait en introduisant juste une remarque, mais qui montre qu'on va pas être dupe et qu'on va avancer en fait dans le matériau. Et ça, je trouve que après d'avoir tenu la distance, c'est-à-dire d'avoir réussi à garder le ton sur l'ensemble des 250 pages, enfin 200, ouais, 200, d'accord, ok, bon. C'est pas très long, c'est pas long, c'est pour ça. Ouais, mais et du coup, je vais inverser en fait une question parce que on y est directement parce que voilà, ça y est, on a notre protagoniste, narratrice principale, porte-parole, actrice, qui est Joanna. Donc, et je voulais la présence de ce personnage féminin et pas seulement sa présence, qui elle bien entendu est à la fois, je crois, attestée, enfin. Oui. En fait, non, en fait, c'est-à-dire que. Parce que c'est pas Wat Tyler. Hein. Non. En fait, en faisant des recherches sur cette révolte, je suis tombée sur un article une interview en fait de la BBC où il y avait une historienne qui disait il y avait des femmes dans cette révolte, c'est attesté, elle donnait quelques noms et elle donnait ce nom de Joanna Ferrour. En fait, c'est pas hyper sûr qu'elle ait existé, c'était peut-être John. Bon, enfin, donc en fait, évidemment, parce qu'il y a clairement, les femmes, elles sont sous-traitées dans les sources. Donc, elle parlait de ce fait-là aussi. Donc, en fait, j'ai juste pris ce prénom, ce nom,
Et je me suis dit, bon, on va inventer. Alors après, l'historienne disait qu'il était possible que justement cette femme ait participé à la décapitation de l'évêque, etc. Donc je me suis dit, bon, bah, faisons comme si... Ça c'est un modeste spoiler. Mais bon. C'était, ouais, faisons comme si c'était ça, et on va imaginer. Et du coup, je lui ai donné des caractéristiques, parce elle a une histoire avant. Et en fait, j'enseignais à Sevran à l'époque, et dans l'équipe, j'avais un copain qui d'ailleurs est parti à Rome, là, mais... qui était médiéviste, qui avait fait sa thèse en histoire médiévale et sur l'Angleterre, et donc il m'a donné des petites biographies qu'il avait trouvées dans ses sources. Et donc du coup j'ai utilisé des éléments pour construire. Ah génial, elle a été violée. Bon, c'était voilà, bon, enfin, bref, c'est pas exactement. Mais en fait, c'est un peu drôle parce qu'effectivement, je me souviens, c'était une discussion à la cantine, on me dit ah mais j'ai un cas qui pourrait vraiment ah super voilà, mais donc du coup c'est complètement fictionnel, mais tout en étant je pense très vraisemblable, ouais. Mais du coup, ouais, ce personnage qui est le plus inventé de tous, qui est le plus justement fictionnel, c'est aussi celui qui porte quand même, alors ce que moi j'ai appelé, mais c'est pas justement, et on peut en parler, un féminisme avant la lettre, non pas qu'il n'y avait pas de féminisme, mais en tout cas sous une forme théorisée, revendiquée, intellectualisée, même intellectualisée de façon très opératoire et pas pour écrire des livres. C'est pas quelque chose qu'on associe au Moyen-Âge, même s'il y a des personnages justement de femmes, et évidemment la référence, notamment parce qu'on est dans la guerre de 100 ans, enfin, et là en jouant effectivement sur la temporalité, parce qu'on n'est pas non plus en 1431, enfin, sur le personnage de Jeanne d'Arc, hein, évidemment, qui est une référence en fait officielle et officieuse pour une bonne partie de l'intrigue, si j'ose dire. Mais il y a en tout cas une présence d'un féminisme qui se développe en fait tout au long de la réflexion que porte cette révolte-là, et cette fois au niveau de l'individu qui la raconte. Qui est quand même quelque chose de très particulier, spectaculaire et inattendu. Oui. Mais effectivement, parce qu'en fait, en gros, il y a le roman, du coup, c'est un peu l'histoire de deux révoltes qui montent. C'est une révolte collective de paysans qui sont surtout des hommes, et puis Johanna qui va se joindre à cette révolte et qui va à un moment se poser la question, mais pourquoi... Enfin, ça c'était un truc qui m'avait vachement marqué sur l'histoire de la guerre de 14, que j'ai remis dans le roman. C'était une femme qui racontait qu'en 14, il y a un mec qui rentre pendant sa permission et il dit ah là là, le village était vide. Et elle se dit mais il y avait les femmes et les enfants, enfin, le village n'était pas vide, quoi. Donc, et c'était une femme qui racontait que juste, en plus je crois qu'elle était devenue suffragette après ou je sais pas quoi, mais justement que ces moments-là en fait lui avaient pris prendre conscience que donc qu'il y avait quelque chose, il y avait un souci, quoi. Donc en fait c'est l'idée que c'est dans ces grands moments en fait collectifs où il y a des prises de conscience qui peuvent avoir lieu. Effectivement, je pense, enfin oui, comme tu dis, le féminisme de toute façon à cette époque ça veut pas dire grand-chose. Je pense que par contre individuellement, forcément, les femmes en fait devaient se poser ces questions-là. Bon, il y a Christine de Pisan, il y a un extrait de Christine de Pisan aussi donc il y avait des femmes qui, bon, particulièrement des intellectuels, mais qui quand même se posaient ces questions. Le Moyen Âge, c'est pas non plus enfin après le Moyen Âge, ça veut pas dire grand-chose encore une fois, parce que c'est très long, mais surtout cette post grande peste, mais c'est pas forcément la période la plus misogyne non plus. De l'histoire, donc elles ont quand même des formes de reconnaissance, etc. Voilà. Et donc du coup, ce roman pour moi, ça m'a permis effectivement d'avoir deux histoires, la révolte collective et la révolte individuelle, comment elles peuvent se rejoindre ou pas, et aussi le rapport de l'individu au collectif quand l'individu est différent, parce que donc Johanna c'est la seule femme, et en plus elle se rend compte elle commence à se dire que c'est pas normal, qu'elle n'ait pas les mêmes droits, mais en même temps elle veut quand même faire partie de cette révolte, donc comment être en dedans quand on est en dehors, voilà. Oui, en ayant enfin la force de ce personnage et de toutes les interrogations qu'elle porte, justement, qui sont des interrogations enfin supposées, hein, comme tu dis, mais individuelles, mais qui évidemment touchent en permanence au collectif, puisqu'on bouillonne dans le collectif, hein, tout le long. Alors, en même temps, ça te permet, je trouve, de questionner sans faire ça sous forme justement
d'essai, enfin surtout pas, mais tu vois, de questionner en fait justement un peu les forces et faiblesses des différents personnages, y compris des acteurs de la révolte, leurs failles, les moments où justement ils tombent dans eux-mêmes dans des idiosyncrasies qui font que ils augmentent en fait le risque d'échec, enfin de façon assez spectaculaire, enfin, tu vois, alors que ayant ce personnage qui justement se posant d'autres questions en plus leur donne en fait une espèce d'épaisseur tragique en fait à ces acteurs de la révolte qui sinon sont au fond pour un chroniqueur futur juste bon bah, les paysans ils étaient pas contents, ils sont révoltés puis on les a massacrés et puis voilà quoi hein, comme d'hab enfin non mais c'est vrai sauf que là ils ont été bon mais faut pas tout spoiler parce qu'il y a quand même des trucs on se dit oh, est-ce qu'ils vont aller jusque là mais oui bien sûr ils vont aller jusque là et alors justement moi ça, on pourrait en reparler ça longuement et on pourra en parler ensuite après mais ce serait peut-être ma dernière véritable question c'est une des choses qui apparaît et on a beau le savoir hein, de façon intellectuelle le fait de le toucher de façon un peu viscérale là c'est ces masses révoltées qui se vivent pas nécessairement comme une masse mais qui sont une masse ce respect qu'elle garde pour la personne du roi. Alors que, bon, les mauvais ministres, c'est une chose, le collecteur d'impôts qui est vraiment une fripouille, ça, bien sûr, mais le roi, à la fin, quand le roi vient en disant « Non, mais je vous ai compris », et ben ça marche. Ils nous ont compris, il nous a compris. C'est fou, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu mets en valeur de façon très forte. Et je voulais voir est-ce que c'était voilà une volonté de montrer aussi ce rapport ambigu à la religion et le roi lui-même, ou est-ce que c'est de toute façon parce que c'est là quoi. Ben ça procède quand même de la même chose. Enfin ça c'est ma compréhension du Moyen Âge. Elle est peut-être pas encore une fois je suis pas historienne, hein, mais bon enfin voilà c'est le livre de Marc Bloch sur les rois thaumaturges. Enfin c'est vraiment en plus la fin du Moyen Âge clairement c'est le moment où il y a le début de la alors d'ailleurs en plus Richard II donc le roi ce roi là en l'occurrence il a été très très marqué par cet épisode parce qu'il est très jeune il a 14 ans au moment de l'épisode et il va devenir un peu fou quoi suite à ça enfin il va avoir il était quand même déjà fou hein. Il était fourbe, mais là il devient starbé quoi. Enfin, il a fini très très mal, un peu justice divine peut-être, je sais pas, mais enfin son rapport au pouvoir, il est devenu parano quoi. Il a eu peur, il avait tout le temps peur qu'on l'assassine, etc. suite à ça. Et non, oui, effectivement, c'était quelque chose qui pour moi était lié en fait à la religion. Parce que la royauté, à ce moment-là, a quand même réussi à faire gober aux gens qu'ils étaient les représentants de Dieu sur Terre. Donc, et donc que par définition, le roi doit être juste. Et qu'en fait, c'est les conseillers félons qui le trompent. Quelque part, c'est aussi... pour ces gens-là, si le roi faillit, quelque part, ça veut dire que Dieu n'existe pas et c'est pas possible, en fait. Et donc c'est vrai que c'est tragique en fait ça pour le coup et c'est ce qui nous sépare aussi de la modernité c'est pas un hasard si la fin de l'époque le début de l'époque contemporaine les historiens le datent de la Révolution française parce que alors cela dit les Anglais ont quand même zigouillé un roi avant mais pas sur une révolte populaire si c'est quand même oui si c'est quand même si c'est quand même, ouais. Ils ont quand même bien enfin bon et hélas D'Artagnan n'a pas réussi à le sauver entre parenthèses j'aime beaucoup ce livre là de Dumas mais voilà parce que effectivement en 1789 ce qui est extraordinaire de modernité et qu'il n'y a pas à ce moment-là c'est qu'un type qui reconnaît, alors on ne sait pas si c'est exactement ça ou pas, mais qui reconnaît Louis XVI d'après son profil sur une pièce de monnaie à Varennes, va aller le dénoncer pour qu'il se fasse arrêter. Enfin, et donc il y a une c'est la fin en fait de quelque part effectivement c'est la fin de l'omniprésence de la religion quoi. Et là en fait c'est le dernier mur. C'est ce qui fait qu'ils peuvent pas réussir aussi d'une certaine manière. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un des charmes. Alors charme est peut-être pas le mot, mais en tout cas des forces hein, de ce roman, c'est que donnant cette brutalité assez instinctive effectivement et incontournable non mais le roi il est vraiment au-dessus et on n'est pas encore dans le travail justement parce que on n'est pas dans dans ce que Kantorowicz raconte pour 3 siècles plus tard, on n'est pas dans la monarchie absolue avec le double corps du roi théorisé, on est encore dans quelque chose qui est assez
primitif est pas le bon terme, il faut toujours se garder effectivement de primitiver le Moyen Âge, mais malgré tout, il n'y a pas une réflexion théologique complète autour de ça, c'est juste, c'est comme ça, quoi. Enfin, et il y a un tour de passe-passe, bien sûr, qui a la racine, mais le fait de l'avoir là sous cette forme brutale fait que ça donne automatiquement le vertige, effectivement, parce qu'on pense à des révoltes ou des révolutions ultérieures qui mettent en jeu effectivement le fait de est-ce qu'on osera à la fin s'attaquer au dernier rempart, donc à la personne royale, qui sinon effectivement condamne toute révolte ou toute révolution. Et je dis pas ça parce qu'il y a un excellent roman de François Médéline qui s'appelle Tuer Jupiter, hein, qui n'a pas de rapport direct, mais néanmoins. Et voilà, moi je voulais, voilà, j'étais content qu'on parle un peu aussi du roi, quoi, parce que et surtout ce roi-là, c'est vrai qu'il est quand même grave, quoi. Enfin, oui, et puis, non, mais enfin, en plus, moi, j'ai trouvé que, enfin, c'est assez impressionnant parce que, bon, encore une fois, les sources sont pas extrêmement nombreuses et on ne connaît pas ce qui s'est passé dans sa psyché, mais c'était un adolescent de 14 ans. Donc, non, mais parce que je parle de mes élèves, en écrivant avant, je me disais, ah oui, en fait, c'était un élève de seconde, hein, donc là, ouais, il était tout blond, tout mignon en plus, apparemment. Et il va effectivement retourner les paysans de manière complètement. Enfin, c'est assez horrible, hein, ce qu'il leur fait. En leur faisant, en disant oui, et puis après. Il les enfume, mais alors comme peu oserait le faire, quoi. Ouais. Même des... Et effectivement, c'est plus fort que, enfin, c'est-à-dire que par rapport effectivement à la guerre des paysans en 1424, mais qui était peut-être plus dangereuse parce qu'il y avait quand même, parce que après cette révolte-là aussi, ce qui est compliqué, je pense la raison pour laquelle elle réussit pas, c'est parce que la revendication politique n'est pas très clairement formulée. Puis elle change. Elle change, c'est, alors comme beaucoup de révoltes hein, d'ailleurs, mais c'est en réaction à un impôt qu'on estime injuste, donc, mais ça c'est très classique, hein, c'est pas, ça aurait pu amener à aboutir de manière plus définie, mais ils n'arrivent pas en fait à formuler une critique, peut-être aussi parce que il n'y a pas de leader religieux très structuré, même si John Ball est un petit peu quand même, mais on dit souvent ah c'était une révolte autour de Wycliffe. En fait Wycliffe c'est un théologien qui est un des précurseurs de Luther, donc qui dit voilà c'est le premier à avoir traduit la Bible en anglais, donc mais en fait Wycliffe c'est un peu plus tard, c'est pas tellement cette période-là, enfin c'est à cette période-là, mais il n'est pas du tout mêlé à cette révolte. On a accusé après c'est Wycliffe d'avoir soutenu la révolte, mais en fait bon c'était pas très lié, donc en fait c'est aussi ce qui, mais c'est aussi très actuel je trouve, c'est-à-dire que la colère contre l'injustice elle peut amener à un mouvement très fort, mais tant qu'on ne sait pas où on va, ça peut compliquer aussi. C'est pour ça que je trouvais que, et là pour le coup c'est plus une question d'anachronisme, c'est seulement une question effectivement, parce que comme on est dans le cœur, dans le flot en fait, enfin dans le flux hein, d'une révolte, avec le côté complètement, alors là pour prendre du vocabulaire politique des années 30, mais complètement spontanéiste en fait que ça a. Effectivement les objectifs au départ ils sont triviaux, et puis il y a une dynamique du mouvement, et on la sent, mais là effectivement je pense que tu la traites très très bien, parce que c'est là on a l'écho dans les oreilles de plein de mouvements postérieurs, c'est qu'il y a sa propre dynamique, et comme en fait ça semble fonctionner initialement, bah, il y a l'appétit qui vient en mangeant, et donc les revendications, au lieu de se dire on est très fort, on va obtenir nos revendications finalement assez modestes, on commence à en demander des plus grosses, et puis là, en fait, nous, avec le surplomb qu'on a et que tu alimentes, on sait qu'ils sont fous là, parce qu'à la limite, on leur a peut-être fait la remise de la taxe, peut-être, ça aurait marché, mais l'abolition du servage, non mais ça va pas les gars, enfin, ça va pas le faire, quoi. Enfin, et il y a effectivement le côté où tu joues en disant, bah, évidemment, qui vont dans le mur. Ouais. Mais la façon dont ils y vont, la dynamique que tu montres, les échanges, ceux qui justement essayent de dire bon, peut-être pas, enfin. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on retrouve dans une littérature cette fois très contemporaine, qui après s'est éclipsée pendant presque une vingtaine d'années, je trouve, ces dernières années revient, qui est une littérature du spontanéisme, en fait, de la révolte. Et je pensais à des livres qui n'ont rien à voir, hein, bien entendu, avec ça, mais ce que fait justement avec une espèce de fausse naïveté Arnaud Bertina sur des châteaux qui brûlent, par exemple, tu vois, pour dire, alors que on va reparler en 2018 de mouvements autogestionnaires dans les entreprises, mais c'est très passé, quoi. Et en fait, non, justement, parce que il y a des aspects générationnels, il y a des choses qui sont nouvelles, et que finalement, et c'est pas une question d'éternel retour, tu vois, mais c'est que il y a toujours cette question, c'est un mouvement spontané, populaire, fort,
Est-ce qu'il doit se structurer, pas se structurer, comment les objectifs vont être fixés, enfin des questions éternelles, enfin justement de la révolte et de la révolution. Enfin, je suis pas un théoricien de la révolution, hein, mais ça se sent de façon extrêmement forte, quoi, que les interrogations justement, voilà, sont pas du tout médiévales, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est un grand roman, et pas seulement un grand roman d'aventure, même si elle est omniprésente. Hein. Il y a aussi un côté nature writing, tu le mentionnais, c'est vrai, la forêt, tout ça, qui est très beau. Non, mais alors, voilà, en tout cas, on se dirige un petit peu vers ce qu'on s'était fixé, et on peut bien entendu continuer la discussion sous des formes différentes autour d'un verre ou plusieurs. En tout cas, moi je tenais à te remercier parce que, enfin, pour avoir écrit ce livre, on va remercier aussi les Forges de Vulcain, qui est oui. un éditeur inspiré, comme on le sait, et qui est sensible à ces choses, on le sait également. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Question, oui. Alors, une remarque et une question. Monsieur Meulmans. Alors tout d'abord, un très grand remerciement à toi, Hugues, parce que j'apprécie beaucoup les soirées ici, parce qu'en fait, c'est jamais des soirées de communication, on est là pour dérouler et vendre des livres, mais généralement, on repart de ces soirées avec des idées parce qu'on a appris des choses. Et c'est vrai que, en fait, en travaillant sur ce texte avec Marie-Fleur, plutôt en la voyant, en la regardant travailler, il y a un aspect qui moi m'avait un peu échappé, c'est en vous entendant tous les deux en parler, c'est que la comparaison, il y avait un point de la comparaison ou du parallèle avec les révoltes actuelles qui m'échappait, c'était sur le dernier mur à franchir, c'est-à-dire le souverain en fait. Et en fait, je n'y avais pas pensé, mais en fait, c'est ça le problème. Finalement, on connaît tous les autres mécanismes des révolutions, mais finalement, même dans les révoltes actuelles, la question c'est qu'une révolte, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle identifie à la fin le dernier Rubicon à franchir, mais qui est le plus dur à franchir parce que c'est celui où on s'attaque à une valeur qui permet aux gens de faire monde ensemble, et le jour où on la brise, il faut juste accepter que c'est le début d'une vraie anarchie, au sens où il va falloir réinventer autre chose. Les gens doivent accepter qu'ils sont simplement eux-mêmes, mais tout ce qui est le lien entre eux va disparaître complètement. Et que partir dans cet inconnu, en fait, c'est le moment où 99% des révolutionnaires vont lâcher l'affaire. Et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, mais ça, c'est bon. Donc, c'était une remarque. Merci, puisque je repars donc avec une idée faudra peut-être pour une suite ou un deuxième épisode, voilà. Et non, et une question, parce qu'il y a un terme que j'utilisais beaucoup quand je te parlais du texte, mais je pense que tu l'as jamais relevé, et je me demande si c'est un auteur qui était une référence pour toi. C'est que, pour moi, il y avait Wooming, mais plus classiquement, te voir travailler, ça m'a fait beaucoup penser à l'époque où, quand j'étais étudiant, je lisais beaucoup de Brecht, et je trouve que le roman a un côté brechtien, en fait. Parce que, en fait, il y a un de mes films préférés, c'est Mission, de Roland Joffé, qui joue aussi sur les rapports entre religion et pouvoir, la question du servage revient sous une autre forme dans ce film-là, sauf qu'en fait, dans Mission, que ce soit dans le film ou le roman, il y a une dimension illusionniste. Et en fait, en te voyant travailler, moi j'ai renoncé à une forme de credo illusionniste, c'est-à-dire d'utiliser le récit historique comme illusion, mais je me suis dit, en fait, il faut, c'est mal en fait de faire du roman historique illusionniste. C'est pas, enfin, parce que en fait c'est un vol ou une arnaque. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ce que fait Marie-Fleur comme ça, c'est du Brecht. C'est les mêmes reproches que Brecht adressait au récit illusionniste. C'est quelque chose que j'avais. Donc, est-ce que Brecht, c'est un auteur auquel tu pensais ou non? Oui, alors je me souviens que tu en avais beaucoup parlé. Donc là, je me disais, ah. Ça fait un peu. Je me souviens que tu as. Voilà. Non, en fait, le truc, c'est que je pense que c'est vrai, je pense que c'est le cas, mais en fait, je veux pas le dire trop comme ça parce que il se trouve que, j'en ai un peu honte parce qu'en plus, à la base, je suis germaniste, mais j'ai pas beaucoup lu Brecht et j'ai pas beaucoup vu Brecht. Par contre, ma meilleure amie, qui est historienne et metteur en scène de théâtre, elle est brechtienne à fond les ballons et
elle est aussi féministe et d'extrême gauche, et on a fait beaucoup de manifs ensemble, donc je pense qu'elle a, voilà, et on a eu aussi beaucoup de remarques. Ça a ruisselé sur toi. Ça a beaucoup ruisselé, ouais, mais je pense, oui, parce qu'en plus, quand elle a monté un Brecht, j'ai beaucoup assisté aux répétitions et j'ai travaillé avec la troupe, donc je pense que oui, oui, ça a ruisselé, voilà. Après, pour la petite histoire, Brecht est une des références fondamentales des Booming, hein, et Booming 2 est pas un expert, peut-être pas, mais enfin un très très fin connaisseur de Brecht. Ils ont fait en fait un travail également avec, justement, parce qu'eux sont pas des gens de théâtre du tout, mais sont vraiment ont eu foi en fait dans la puissance mythique du réalisme, ce qui est effectivement l'essence de Brecht. Et ils ont aussi énormément travaillé sur la façon dont Dario Fo ou Ascanio Celestini en fait se sont emparés d'un héritage brechtien pour l'actualiser dans l'Italie contemporaine. Donc il y a aussi une volonté d'utiliser un terrain historique marqué, fort, mais ensuite de le laisser vivre de façon réaliste, et puis de laisser le mythe se construire, sa puissance épique, sa puissance justement, là pour le coup de communication politique, fonctionner à partir du réel, quoi, et de pas justement faire de l'illusionnisme. Donc c'est assez cohérent, enfin, je trouve, de ce point de vue-là.